En devenant spécialiste des finances et du budget, il s'est fait sa place à gauche. Éric Coquerel est aussi reconnu pour son sérieux auprès de tous les députés, ce qui ne l'empêche pas de rester ferme sur ses convictions, celles de son parti, la France Insoumise. C'est aussi un proche de Jean-Luc Mélenchon. Éric Coquerel est l'invité de LCP, l'indice politique. Éric Coquerel, bonsoir. Merci d'être sur le plateau de l'Indice politique. Et je ne suis pas tout seul sur ce plateau ce soir pour vous interroger, puisqu'il y a en face de moi des consoeurs et un confrère que je vous présente. Bérengère Bonte, du service politique à France Info. Bonsoir Bérengère. Bonsoir Elsa Bandagava, vous êtes chez vous, vous êtes journaliste à LCP. Et bonsoir Gaëlle Mac, vous êtes directrice déléguée de la rédaction de Challenge, notre partenaire pour cette émission l'Indice politique. Sans oublier évidemment Hugo Couturier. Hugo Porchoir, bonsoir Hugo, à qui vous pouvez vous adresser via la chaîne Twitch LCP Assemblée nationale. Toutes vos remarques, vos questions seront les bienvenues et elles seront transmises à Éric Coquerel, ici présent. Avec vous ce soir, Éric Coquerel, nous allons parler du budget 2025 qui avance toujours, du gouvernement de Michel Barnier dont vous espérez que les jours soient comptés, et puis des débats encore qui existent au sein du nouveau Front populaire sur la stratégie à venir. Et puis un peu plus tard dans l'émission, vous débattrez avec une libérale qui depuis des années chasse les dépenses inutiles et défend le moins d'État. Elle ne fait pas toujours dans la nuance, mais elle débattra avec vous. Il reste un mois au gouvernement pour faire voter un budget pour l'année prochaine. Michel Barnier a décidé de recevoir tous les patrons de groupe à l'Assemblée nationale, à la fois pour savoir s'il est possible de mettre tout le monde d'accord ou presque, au moins sur quelques pistes de dépenses ou d'économies. Le Premier ministre sait aussi qu'il joue sa survie à Matignon. Première à être reçue ce matin, Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale. Pour vous, Éric Coquerel, le fait que ce soit Marine Le Pen la première à être reçue à Matignon, est-ce que, après tout, c'est normal, puisque c'est la présidente du principal groupe parlementaire à l'Assemblée nationale? Oui, enfin bon, c'est un principal groupe, mais ce n'est pas la principale force. Devant les électeurs, c'est le nouveau Front populaire, mais qu'importe, elle a été reçue ce matin, c'est pas très... Il n'y a rien d'extraordinaire pour vous, il n'y a pas de question de protocole, ça ne vous choque pas plus que ça? Oh, ça ne me choque pas plus que ça, si ce n'est que... on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a été reçu aujourd'hui, si j'écoute les médias, bon, ce qui est un peu un problème. Alors en ce moment, il y a Mathilde Panot qui est reçue. Oui, justement, c'est un peu ce que je voulais signaler. J'ai dit en ce moment. Il y a surtout les responsables du NFP qui, jusqu'à preuve du contraire, justement, forment la principale coalition à l'Assemblée, ça s'est vu d'ailleurs. À la sortie, elle a de nouveau menacé de voter une motion de censure contre le gouvernement. Nous avons évoqué tous les sujets qui sont des sujets d'importance, mais le Premier ministre m'est apparu en même temps courtois et campé sur ses positions. Éric Coquerel, pour vous, il n'y a pas de doute, le RN va voter la censure contre le gouvernement? Pas de doute, n'exagérons pas. Vous avez des doutes? J'ai des doutes, tant que je ne suis pas au Rassemblement national. Madame Le Pen, heureusement, je n'ai aucun pouvoir sur elle, et c'est bien heureux comme ça, et l'inverse est vrai. Maintenant, si je regarde d'un point de vue analyse politique, j'ai du mal à m'imaginer qu'ils ne finissent pas par voter la motion de censure, pour deux raisons. La première, c'est quand même difficile vis-à-vis de leur électorat, à la part populaire de leur électorat, de justifier qu'ils continuent à être la béquille du gouvernement. On va appeler ça le gouvernement Barnier-Macron, pour aller vite. Bon. Donc j'ai du mal à croire que ça peut aller comme ça jusqu'au bout. Et puis peut-être que Mme Le Pen aussi, du fait de son procès, vous savez un peu ses problèmes judiciaires, a peut-être aussi intérêt à accélérer les rythmes politiques. Je me dis que ça peut jouer aussi. Alors ça d'accord, mais quand vous l'entendez à l'issue de son entrevue avec Michel Barnier aujourd'hui, elle dit « on a mis les lignes rouges, on a rappelé les lignes rouges du Rassemblement national ». Donc, si elle a satisfaction sur certains points, elle pourrait faire marche arrière et dire... Oui, peut-être, mais ce que j'ai compris... ça parce que oui, il y a besoin elle parle d'elle. de pouvoir d'achat. Alors, soit elle est sincère. Si elle est sincère, elle votera la motion de censure. Parce que le pouvoir d'achat de la grande majorité des Français va être impacté. La baisse de dépenses publiques, la baisse de prestations sociales, ça impacte le pouvoir d'achat des Français. Et ça, M. Barnier a dit qu'il ne reviendrait pas là-dessus. Bon. Le fait que la plupart des mesures, en réalité, qui vont être prises concernent justement, encore une fois, les Français, très peu les ultra-riches, contrairement à ce qu'on a dit. Il y a deux articles, d'ailleurs, qui sont plus ou moins remis en question. Donc, le pouvoir d'achat des Français va impacter. À partir de là, si elle est logique avec elle-même, elle vote la motion de censure. Il y a une course à la motion de censure, on a l'impression, entre le Nouveau Front populaire et le Rassemblement national, non? C'est à celui qui va être le plus détenteur du scalp.
Non, il n'y a pas une course, parce que le Rassemblement national, pour l'instant, n'a pas été capable d'imprimer quoi que ce soit à l'Assemblée, alors que nous, oui. Le budget qui a été présenté en première lecture, nous l'avons transformé. Nous avions dit que nous le rendrions, c'est moi qui avais utilisé ce terme, NFP compatible. Il est devenu NFP compatible, y compris le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Le Rassemblement national en est incapable. Le Rassemblement national n'est pas capable d'avoir des majorités sur ses propositions. Nous l'avons été. Nous avons dégagé 58 milliards de recettes supplémentaires. Nous avons abaissé le déficit en dessous de 3%. Nous avons dégagé des marges de manœuvre qui pourraient permettre d'aller vers la bifurcation écologique. Ce n'est pas le cas du Rassemblement national, donc il n'y a pas une course de poursuite par rapport à ça. Donc vous voulez dire que vous avez une marge d'avance? Je pense que nous sommes capables de gouverner. Nous venons d'être capables, nous l'avons montré sur le budget, sur des amendements, d'avoir des majorités. Le Rassemblement national, fort heureusement, n'est pas capable de gouverner dans cette Assemblée. Ne serait-ce que parce qu'il y a eu quand même, certains font mine maintenant de l'oublier, mais il y a eu un front républicain qui s'est mis en place et qui avait un adversaire, le Rassemblement national. Jean-Luc Mélenchon a prédit récemment la chute du gouvernement entre le 15 et le 21 décembre. Est-ce que c'est aussi votre calendrier? Pour moi, c'est le 20 décembre. Vous voyez, je vais être plus précis. Précisément. Oui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a maintenant le calendrier prévu par le ministère des Relations avec le Parlement. Donc vous allez avoir 3,49.3, enfin plusieurs, mais je vais en garder 3. Vous allez avoir le 2 décembre le projet de loi de finances de la sécurité sociale qui revient à l'Assemblée, probable 49.3, ils n'ont pas de majorité. Bien. Dans ces cas-là, motion de censure le 4. Vous allez à un projet de loi de fin de gestion, ça concerne 2024, qui a été battu en première lecture, qui revient à l'Assemblée le 4 décembre. Motion de censure probable le 6. Et puis enfin, vous avez, à mon avis, celui qui est peut-être enclin à voter le Rassemblement national. Vous avez le projet de loi de finances de la Nation, qui revient le 18. Vous comptez 48 heures, ça fait le 20. Donc pour vous, c'est le 20 décembre que Michel Barnier est mis en décembre. minorité. Une dernière question. Quand vous voyez les chefs de groupes parlementaires reçus par Michel Barnier, vous, président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, est-ce que vous ne dites pas j'aimerais bien aussi être reçu par Michel Barnier? Ne vous inquiétez pas, je parle avec certains responsables qui sont reçus. Donc, Non, mais je parle de Michel Barnier. Vous êtes... ce serait peut-être normal qu'il vous reçoive. Les présidents de groupe, je ne suis pas président de groupe, mais... non, mais en tant que président de la Commission des finances qui est centrale. Oui, mais s'il a vous ne demandez pas spécialement à être reçu par le Premier ministre. Non, mais s'il jugeait utile de me recevoir, de recevoir le rapporteur, ça s'est déjà passé, on s'est déjà eu au téléphone. Moi, je suis ouvert, je suis républicain, mais j'ai entendu ce qu'il a dit au Sénat. Au Sénat. Je vais vous dire pourquoi je parle de Sénat. Au congrès de l'AMF. De l'Association des maires de France. Il a fait un discours à la fin. Celui qui nous a dit « je suis prêt à tous les compromis avec l'Assemblée, il n'y a pas de problème, etc. » En gros, il a expliqué que tout ce qui avait été voté à l'Assemblée, c'était nul et non avenu. C'est à peine si... il n'a pas expliqué que c'était n'importe quoi. Et puis, manifestement, il n'y a que le Sénat aujourd'hui qui compte pour lui, ce que je comprends, parce que là, il a une majorité, alors qu'il est minoritaire à l'Assemblée, et très minoritaire. Alors, très minoritaire, la question maintenant qu'on va se poser, Elsa Mandagava, c'est notamment de savoir si la gauche est à l'unisson. Exactement, puisqu'il y a un suspense sur le vote du Rassemblement national, que Marine Le Pen entretiendra certainement jusqu'au bout. Mais est-ce que vous, au nouveau Front populaire, vous êtes sûr de faire le plein? Vous n'avez aucun doute là-dessus? Non. Et puis, vous le savez en plus. Vous le savez, puisque nous étions l'autre jour dans les couloirs de l'Assemblée, que nous avons vu Olivier Faure, il s'est trouvé qu'on lui a posé la question spontanément et vous avez entendu sa réponse, c'est que le groupe socialiste allait voter la motion de censure. Il s'engage pour tous les députés du groupe socialiste. Est-ce que certains pourraient se dire « Non, là, c'est trop dangereux, on est trop proche de Noël, ça risquerait de mettre le pays dans une difficulté ». Non, alors on peut y venir, ça ne mettra pas le pays dans une difficulté, il n'y aura pas de chaos. Mais non, à mon avis, ils voteront la motion de censure parce que ce gouvernement et ce projet de loi, il n'y a pas quelqu'un à gauche qui peut accepter qu'il s'applique aux Français, donc ils voteront la motion de censure. Vous nous avez donné les calendriers des 3 potentielles motions de censure, en tout cas des 3,49.3. Avant ça, il va quand même y avoir des commissions mixtes paritaires. Qu'est-ce que vous pourriez garder, vous, des modifications du Sénat? Écoutez, j'ai peur qu'elles aillent dans le mauvais sens, pour tout vous dire. Parce que j'ai cru qui trouve grâce à vos yeux. J'en vois pas pour l'instant. J'ai cru comprendre qu'à chaque fois qu'il y allait y avoir des économies sur ce qui était prévu par le gouvernement. Par exemple, les collectivités territoriales. Bon, nous avons voté à l'Assemblée, je vous rappelle, quasiment le fait que la DGF, la dotation globale de fonctionnement, soit indexée à l'inflation, plus le fait que la TVA qui doit être transmise aux collectivités le soit bien, c'est la FCTVA, etc. Bon, manifestement, le gouvernement va être enclin à descendre un peu la douloureuse. En échange de quoi?
ce qui nous vient du Sénat, ça serait peut-être, par exemple, d'imaginer des déremboursements de médicaments. Ça serait peut-être d'imaginer un jour de gratuit pour les salariés. Vous n'imaginez pas qu'on va aller là-dessus. Donc je crains fort que ça soit encore pire que le texte initial. Mais si on prend les 7 heures, par exemple, c'est 2,5 milliards. Oui, donc... Ça se prend pour l'autonomie. Peut-être que ça se prend. D'autant qu'on sait, les chiffres de l'OCDE sont très clairs, les Français travaillent 3 semaines de moins que les Allemands. Voilà. Parce que ce n'est pas le moment... C'est pour ça qu'on va ce genre de geste. Je vais y venir à la comparaison avec l'Allemagne. Mais c'est pour ça qu'on va proposer, à l'inverse, une proposition de loi qui va proposer une journée gratuite de dividendes. C'est-à-dire c'est-à-dire que les dividendes versés en une journée, elles vont alimenter, par exemple, une caisse qui pourrait être une caisse de sécurité sociale. Ça peut venir en plus. Non, vous avez compris ce que je veux dire. Mais vous allez vraiment pas aux travailleurs, c'est pas aux salariés. Il y a une étude de l'INSEE qui vient de sortir, qui est très intéressante, qui montre l'impact des mesures fiscales, notamment la taxe d'habitation, plus tous les impacts sur le pouvoir d'achat des Français. Et on s'aperçoit jusqu'au 3e décile, eh bien, c'est en dessous de la moyenne. C'est-à-dire qu'il y a une perte de pouvoir d'achat en 2023. Et donc, c'est encore aux salariés qu'on va demander des efforts. Tout ça n'a pas de sens. Les entreprises pourraient choisir de verser non, tout ça n'a pas de sens. Tout ça n'a pas de sens parce que d'abord, c'est pas juste. Mais en plus, ça attaque la consommation populaire. C'est-à-dire que ça accroîtrait l'effet récessif dont on pense que la baisse des dépenses publiques va déjà coûter 0,8 points de croissance l'an prochain, donc 30 milliards de rentrées de cotisations. Ça, c'est l'OFCE qui donne ces chiffres. Donc surtout pas. Nous avons montré les pistes. En allant taxer une petite partie des cadeaux fiscaux faits aux ultra-riches, aux grandes entreprises, on a récupéré 58 milliards d'euros. Voilà, les ressources, elles sont là. Je veux juste vous demander, avant de donner la parole à Gaël, revenir sur votre journée dividende. Là, c'est une boutade ou c'est vrai, il y aurait vraiment... Non, on va le faire. Il y aura une proposition de loi. Oui, on va faire une proposition de loi chez Adrien Clouet qui est en train de réfléchir là-dessus, puisqu'on nous dit les salariés peuvent donner une journée de travail comme ça. On dira voilà, croyez-moi que ça va rapporter beaucoup plus, parce que vu l'augmentation, l'explosion des dividendes dans ce pays depuis 2017, à mon avis, ça va faire beaucoup. Vous avez chiffré ce que ça pouvait représenter? Je n'ai pas chiffré. Ce que j'ai chiffré, c'est de combien les dividendes ont, simplement celles du CAC 40 depuis 2017, elles ont doublé. Donc cette proposition de loi, elle verra bien le jour. Oui, c'est bien. Voilà. Le Sénat propose aussi d'alourdir les taxes comportementales, par exemple sur le tabac, sur les sodas, sur les jeux d'argent. Est-ce que c'est pas intéressant? C'est quand même, il y a des enjeux de santé publique qui sont forts là-dessus. On voit que s'il y a un signal prix une augmentation de taxes assez forte, en fait, c'est efficace en termes de santé publique. Donc, est-ce que ça ne vous intéresse pas? C'est toujours les mêmes qui vont quand même payer. Je ne dis pas que ça ne peut pas m'intéresser. Si c'était uniquement dans une optique de santé publique, on peut en réfléchir, mais là, c'est pas ça. C'est d'aller prendre de l'argent qui est celui qu'ils ne vont pas prendre, par exemple, au niveau des exonérations, puisqu'il était question qu'ils reviennent sur certaines exonérations qui sont jugées trop dispendieuses et pas véritablement utiles. Il y a une pression du patronat, manifestement, ils vont revenir. Et donc, on va aller inventer des taxes sur les sodas, tout ce coulé. Enfin, en dernière instance, vous comprendrez que tous les produits alimentaires, par exemple, impactent davantage, on va dire, les plus défavorisés de nos concitoyens. Donc non, d'accord, mais justement, là, comme ça que je pense. Voilà, il y a quand même un enjeu. Il y a une progression de l'obésité, et on voit que dans certains pays où ça a été mis en place, ça a fonctionné. Mais il faut remarquer qu'il y a déjà des choses qui sont faites là-dessus, et nous sommes partants pour imaginer. Par exemple, on a proposé à un moment qu'il y ait des taxes sur tout ce qui est produit et continue à être produit en plastique. C'est les écologistes qui ont produit ça. On nous a dit c'est horrible, vous taxez les entreprises, etc. On nous a pas dit tiens, pour la santé publique et pour l'écologie, c'est drôlement bien. Là aussi, mais là, il n'y a pas de problème. Là, par contre, on peut taxer les salariés, on peut taxer le tout venant qui va payer plus cher. L'un, sa boisson sucrée. Je pense que... Ça taxe aussi les entreprises, voilà. on est d'accord. S'il y a une loi sur la santé publique qui a des contreparties, justement, en termes de pouvoir d'achat, on peut y réfléchir, mais pas comme mesure d'économie pour prendre, une fois de plus, aux mêmes dans leur porte-monnaie qui ont déjà bien des problèmes pour vivre. Oui, Monsieur Coquerel, il y a deux questions. Il y a EZ Gaming qui vous demande votre proposition de loi sur les dividendes est-elle faite en concertation avec l'EPS ou les Verts, ou est-ce encore un cavalier seul? Et il y a une autre question. Hier, Mathilde Panot a dit lorsque le gouvernement Barnier tombera, il ne restera à Emmanuel Macron que 2 solutions, nommer Lucie Castet à Matignon ou présenter aux Français sa démission. Ouais. Même si Emmanuel Macron démissionnait, le nouveau président ne pourrait pas dissoudre pendant encore au moins 6 mois. Ça, on va y revenir. Alors, je vais revenir. La proposition de loi, c'est une idée, donc on va la soumettre à proposition, à signature.
Ça, je vous ai répondu. Sur la journée des dividendes, voilà, c'est-à-dire que vous allez la proposer à toute la gauche, déjà. Voilà, j'espère que nos collègues du Nouveau Front Populaire la signeront. Donc, ce n'est pas quelque chose qui veut être seulement France Insoumise. C'est une idée qu'on met sur la table. Des fois, les socialistes en mettent, on la signe, etc. Il n'y a pas de problématique là-dessus. C'est plus simple quand même de se concerter avant, non? Oui, mais vous voyez bien la réaction. D'accord, mais c'est déjà tellement compliqué. Le groupe socialiste, à certains moments, n'est pas avare dans le fait de mettre en avant des amendements socialistes, en disant que c'est des amendements socialistes, y compris quand c'est en réalité le NFP qui les vote. Donc, on peut aussi avoir une idée qui, en réaction, parce que c'était en réaction par rapport à cette journée gratuite, et pouvoir l'annoncer, pouvoir proposer la signature sans que ça vaille schisme à gauche. Là-dessus, il faut être tranquille. Mais je vais répondre à la deuxième question qui me semble, excusez-moi, avec l'auditeur ou l'auditrice plus intéressante. Je pense que c'est la logique qui veut ça. C'est-à-dire que si le gouvernement est censuré, Emmanuel Macron, il faudrait qu'il finisse par respecter le suffrage universel et en plus de ça, qu'il donne finalement la seule issue politique aujourd'hui qui lui reste possible, c'est-à-dire que la coalition du NFP tente à son tour sa chance avec les mesures que j'ai tout à l'heure décrites qui avaient été majoritaires. Si ce n'est pas le cas, c'est lui qui devient Alors on y reviendra tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure. On ne pourra rien faire pendant 6 mois. C'est-à-dire il ne pourra pas démissionner, dissoudre le nouveau président pendant 6 mois. Non, justement. Alors, il ne peut pas dissoudre, du fait même d'avoir dissous une fois et de s'être retrouvé à ne pas respecter le suffrage universel. Donc, soit il respecte le suffrage universel, soit il devient un point de blocage tel et une impasse politique telle que la pression sera sur lui. L'impasse je pense qu'elle l'est déjà, d'ailleurs. Alors, justement, c'est le budget, justement, parce qu'on revient au budget, Elsa. Parce que si la motion de censure passe, le gouvernement de Michel Barnier tombe, ça vous le souhaitez, mais la France a un problème, c'est qu'elle n'a pas de budget, elle doit en avoir un au 31 décembre. Alors, je vous explique, je vais rentrer un peu dans les détails. N'ayons pas peur sur le risque, je l'entends, de shutdown. J'aime pas trop les mots anglais, mais enfin, là, je l'ai quasiment bien prononcé. En gros, on dit on ne peut plus payer les fonctionnaires. Tout s'éteint. La lumière, il n'y a plus tout s'éteint, voilà. Pourquoi il n'y a pas de risque? Parce que si jamais le gouvernement tombe et que M. Macron n'appelle pas tout de suite un gouvernement de Front Populaire qui, lui, disposerait jusqu'à la fin de l'année pour avoir le temps de passer la partie recette. C'est la partie recette qui doit à tout prix passer avant le 30 décembre. Donc c'est faisable, il suffirait par exemple, moi je l'ai dit, j'ai donné la solution. On va chercher les amendements qui ont été majoritaires, on les met, on les propose et on les soumet au vote. Et ça nous permettrait déjà de dégager des marges financières. S'il ne veut pas, il y a ce qu'on appelle la loi spéciale. La loi spéciale permet de faire en sorte que le budget 2024 passe, donc on peut lever les impôts, payer les fonctionnaires, mais ça n'exonère pas le futur gouvernement, un mois après, de redéposer un projet de loi budgétaire, donc on repartirait en budget. Contre lequel vous vous étiez battu, qui vous avait été imposé par 49.3, donc vous préférez qu'on récupère le budget de l'année dernière. Vous avez compris ce que j'ai dit. C'est-à-dire que c'est un pis-aller qui permet pendant un mois que l'État continue à fonctionner, mais ça n'empêche pas qu'au bout d'un mois, il faudra rediscuter d'un budget, partie recette, partie dépenses, avec le gouvernement qui sera nommé. Éric Coquerel, vous disiez, si le gouvernement se casse les dents sur le budget, il faudra peut-être remplacer le Premier ministre, on parle de démission du Président de la République. En tout cas, hier sur France Inter, Boris Vallaud, qui est président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, pense déjà à l'après et à une éventuelle autre majorité. Je proposerai à tous les présidents de groupe du Sénat et de l'Assemblée nationale, de l'arc républicain, qui ont participé à ce front républicain, ou même ceux qui n'y étaient pas tout à fait au rendez-vous, comme les républicains. C'est-à-dire à tout le monde sauf le RN ? De poser, oui, absolument. De poser la question des conditions d'une non-censure. Vous savez, reprendre le fil de ce que nous avions à gauche, avec les groupes du Nouveau Front Populaire et avec les groupes du Sénat, commencer de faire à la mi-août. Écrire en disant nous sommes prêts à des compromis texte par texte, nous sommes prêts à discuter des priorités de politique budgétaire. Et on verra si un certain nombre de ceux qui se sentent responsables de rien, alors même qu'ils ont été sèchement battus dans les urnes, seront au rendez-vous. Qu'est-ce que vous en pensez, Éric Coquerel ? Déjà, vous remarquerez qu'il dit « je proposerai », donc là, c'est bien le groupe socialiste qui ne nous a pas demandé notre avis, qui dit « je proposerai ». Je dis ça, je ne veux pas être taquin, mais c'était... Non, mais pour vous mettre à l'aise, je voyais à l'AFP que certains dans ces rangs disent que c'est une initiative personnelle. J'ai pas compris. Je n'ai pas compris. J'ai hâte de voir Boris Vallaud. On se rencontre chaque semaine. J'ai hâte de voir ce qu'il veut dire. Je n'ai pas compris si il disait il y a un nouveau gouvernement, donc gouvernement de Front Populaire, qui va proposer des mesures. Et puis on verra bien ce que fait chaque groupe, quels sont ce que répondra chaque groupe pour qu'il n'y ait pas de motion de censure. Ça vous irait. Non, mais moi, ce que je crois, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas ce scénario-là. C'est-à-dire que c'est pas un scénario où on va demander d'abord la permission. Moi, je suis enclin à dire, il y a des amendements qui ont été votés à la majorité,
proposons-les, on sait que ceux-là sont majoritaires, ça sera une manière d'interpeller les groupes qui les avaient votés, s'ils sont logiques avec eux-mêmes, ils nous permettent de gouverner. Mais ce n'est pas une discussion à froid, c'est ça que je ne comprends pas. S'il entend une discussion à froid à l'avance, où on va négocier le programme avec des groupes dont on sait qu'ils ne veulent pas de notre programme pour voir quelles seraient les conditions d'une non-censure, autant dire que ça, c'est l'échec à C'est parler pour ne rien dire. J'ai pas bien compris. Donc j'ai hâte que vous l'invitiez, comme ça je comprends. On a parfois le sentiment que dans votre scénario, vous oubliez un peu que si vous faites tomber le gouvernement, c'est aussi grâce au Rassemblement national. Vous dites, c'est le NFP qui gouverne après. Donc en gros, les votes du Rassemblement national qui vous permettent de faire tomber le gouvernement, après, vous pensez vraiment qu'ils vont dire... Si on fait tomber le gouvernement, c'est parce que ce gouvernement est minoritaire. Mais vous ne serez pas plus majoritaire? Oui, mais d'accord, mais c'est pas que le Rassemblement national finisse par voter notre motion de censure, d'accord? Parce qu'il ne s'est pas d'accord avec le gouvernement Barnier, le responsable du fait de s'être mis dans les mains du Rassemblement national, il est à l'Élysée. Alors, il ne faut pas inverser les choses. Ce n'est pas nous qui serions responsables parce que le Rassemblement national finit par voter une motion de censure. C'est qu'à un moment donné, Emmanuel Macron, quand il s'est agi de désigner un Premier ministre de gauche NFP, il a demandé à Mme Le Pen si elle ferait une motion de censure ou pas. C'était vraiment le meilleur moyen de les mettre en arbitre. Hugo. Donc c'est lui qui a cette responsabilité et la situation dans laquelle on est. Hugo. Oui, non, c'était pour apporter un éclairage à ce qu'a dit Boris Vallaud. D'après ce que je comprends, en fait, il reprend la tribune qui a été faite par votre collègue Philippe Brun, que vous connaissez bien, qui voulait proposer un accord de non-censure qu'il considérait comme être la seule issue. Et pour être précis, il voulait en fait suggérer aux divers groupes parlementaires de négocier des engagements réciproques en échange d'une renonciation à la censure du futur gouvernement. Je ne comprends pas, excusez-moi, je comprends ce que ça veut dire. C'est en gros, on a un programme, on définit des règles et on se dit... Si on dit aux autres groupes, ça va faire exactement la même chose que M. Macron quand il a dit « je vais demander aux autres groupes ce qu'ils en pensent si je nomme un gouvernement de gauche ». Ce qu'ils ont fait, ils ont dit « on vote la motion de censure, ne le faites pas ». Bon, vous avez vu, on ne peut pas le faire. Le compromis donc s'ils demandaient la permission aux Républicains qui, sur la réforme des retraites, sur le budget, est à l'antithèse de nous, aux macronistes qui font pire que ça, puisqu'eux ne veulent même pas de certaines mesures de taxation des richesses de M. Barnier. S'ils voteront ou pas la motion de censure et ce qu'ils nous demandent, ils vont nous dire une chose, faites notre programme et on ne votera pas la motion de censure. Donc ça n'a pas de sens. Si le responsable est à l'Élysée, comme vous le disiez à l'instant, vous avez beaucoup parlé de destitution, ça n'est finalement pas retenu pour la niche parlementaire de LFI jeudi. De manière un peu bizarre, c'est un président de commission seul qui décide de ne pas le faire. Alors là, moi je suis étonné, jamais je me permettrais ça. Il y a une autre hypothèse qui est la démission du président de la République et qui est soutenue, en tout cas qui est l'hypothèse que privilégie maintenant le RN. Philippe Ballard, hier, sur France Info, le dit clairement. Et finalement, on se dit, vous avez aussi une majorité avec le RN là-dessus. Sur quoi, excusez-moi? La démission du président de la République. Comme issue. Vous avez une majorité, j'allais dire, de penser. Je pense que c'est une issue, oui. Bien sûr, la démission du président de la République est une issue. Il y a un moment donné, mais songez qu'en réalité, quand vous discutez dans les couloirs de l'Assemblée, même dans son camp, enfin ce qui est supposé de son camp, encore, les gens disent que oui, c'est lui le problème et le point de blocage. Vous vous rappelez d'Édouard Philippe, son interview où il laissait penser qu'une élection présidentielle anticipée était possible. Donc en réalité, il y a plein de gens qui pensent tout bas à cette histoire. À cette hypothèse? Comment? Vous imaginez? Oui, moi je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Et quelle serait l'issue après l'issue? Après cette issue? C'est le peuple qui tranche. Puisque M. Macron n'a pas accepté de respecter le vote du peuple lors des élections législatives, eh bien dans ce cas-là, je pense qu'il l'accepterait peut-être d'une élection présidentielle. Mais il ne peut pas rester le point de blocage pendant 3 ans qui paralyse le pays. 2 ans. C'est pas possible. 2 ans. Et puis, juste une chose, et là, vous n'avez pas de calendrier sur la démission. Non, je vous dis ça en souriant. Vous aviez un calendrier pour la motion de censure, là, vous n'avez pas de calendrier. Moi, je pense que dans ces cas-là, alors si j'ai le calendrier, parce que s'il démissionne, l'élection suivante doit avoir lieu dans les 20 à 35 jours, donc on connaît les choses, et moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une pression forte sur lui, mais il a une autre solution. Il nomme un gouvernement de nouveau Front populaire, et il nous passe le relais quelque part, et on verra bien ce qu'on est capable de faire. Alors, cette semaine à l'Assemblée nationale, la France Insoumise, votre parti, va donner le ton, puisque c'est la niche parlementaire de votre parti, donc c'est une journée où vous pouvez mettre les textes que vous voulez à l'ordre du jour. En l'occurrence, sur le haut de la pile, Bérangère, l'abrogation de la retraite à 64 ans, qui pourrait mettre là aussi le gouvernement en minorité. Ouais, retour à 62 ans, ça a été voté en commission, ça a des chances, disons-le, d'être voté à l'Assemblée. Mais quand même, si vous êtes tout à fait honnête, est-ce que ce n'est pas le moment quand même de dire aux gens c'est plus un symbole qu'autre chose? Parce qu'au final, elle ne sera pas abrogée, cette loi, compte tenu notamment du fonctionnement de l'Assemblée, de la bascule Assemblée-Sénat, etc. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais c'est un symbole plus qu'autre chose. Alors, comme je suis quelqu'un de très honnête, je vous dirais, je crois qu'à un moment donné, l'image que j'utilise, c'est qu'à partir du moment où elle est votée jeudi, si toutefois il n'y a pas un blocage tel
savez qu'au Sénat, ça passe. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a les députés du camp gouvernemental ont déposé 700 amendements et ils disent qu'ils ne sont pas votés. Ce qui, comme travail d'obstruction, alors qu'ils ont imposé une réforme par 49-3 parce qu'il n'y avait pas de majorité, j'alerte tout le monde sur le côté scandaleux que revêtrait une telle tactique. Je passe, c'était une façon de passer le message. Je vous réponds. Je pense que dans ce cas-là, la réforme sera en sursis. Voilà l'image que j'utilise. Pourquoi ? Parce que le vote de l'abrogation serait effectif à l'Assemblée nationale. C'est pas rien quand même. Elle serait abrogée. Ça part au Sénat, d'accord ? Bien. Au Sénat, ça revient à l'Assemblée. Au Sénat, ça ne passe pas, on est d'accord. Non, mais ça c'est logique. Parce mais c'est l'Assemblée qui a le dernier mot ou une CMP. Eh bien, nous ferions, à partir de la pression, soit sur un gouvernement qui ne nous plairait pas, gouvernement qui succéderait à celui de M. Barnier. Si c'est le nôtre, ça va être nettement plus facile pour demander une commission mixte paritaire et de faire en sorte que, quelque part, ça ne soit plus une balle à blanc, mais qu'on le transforme réellement l'essai. Donc c'est pour ça que je dis qu'elle est... C'est-à-dire suspendre le texte. C'est-à-dire entériner le fait que si vous avez une CMP, à un moment donné, vous pouvez décider, ça, quelque part, ça arme la situation. C'est-à-dire qu'on arrête les allers-retours et l'Assemblée a le dernier mot. Comment ? C'est le gouvernement qui a le choix. Oui, mais on peut dire aussi au gouvernement de M. Barnier, imaginons que le gouvernement de M. Barnier soit à ce moment-là encore en fonction, ce que je ne crois pas. Vous avez compris, c'est un gouvernement NFP, ça sera plus simple. On peut aussi lui dire que s'il ne respecte pas le vote de l'Assemblée, il y a une motion de censure sur cette question qui est déposée. Donc il y a des moyens de pression. Ce que je veux dire par là, c'est pour ça que j'utilise en sursis. C'est qu'on sait qu'à partir de là, il y a un moment donné où ça va prendre la bonne voie et ça sera abrogé, moi j'en suis sûr. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans les commissions mixtes paritaires, vous, globalement, même s'il y a un système de tournante, on va dire, vous n'avez pas la majorité. C'est 7 sénateurs, 7 députés. Non, mais à partir du moment où et là aussi, ça va bloquer. J'entends bien. Mais à partir du moment où vous avez une CMP, on rentre dans un système où là, à un moment donné, l'Assemblée a le dernier mot. Tant qu'on n'a pas la commission mixte paritaire, on est sur une proposition de loi, puis ce n'est pas un projet, on est dans une situation où là, effectivement, vous avez raison, ça peut faire des allers-retours de manière infinie. Voilà. Il faut une CMP, et nous, on pense qu'on a les moyens, à un moment donné, de la forcer. Sur le fond, donc, ce texte... En plus, c'est une loi qui sera fragile, du coup, parce qu'elle sera en sursis. Sur le fond. Sur le fond, ce texte d'abrogation, il abroge pas seulement la réforme Borne, c'est-à-dire l'allongement, enfin le retardement de l'âge de départ à la retraite, mais aussi la réforme Touraine sur l'allongement de la durée de cotisation. Donc, en gros, l'idée, c'est que on ne peut pas allonger la durée du travail sur le temps d'une vie en France. C'est que ce serait mauvais de faire ça de quelque manière que ce soit. Je pense que c'est mauvais. Parce que bon, la France, c'est 14% du PIB, 14,4% du PIB les retraites. L'Union européenne, c'est 11,9%. Donc il y a un gros écart quand même. Oui, mais il y a plein d'écarts avec l'Union européenne. C'est une sorte de priorité accordée aux seniors. Il y a un écart en ce moment avec l'Allemagne qui est en récession et nous, on ne l'est pas. Donc moi, je propose de prendre tous les critères, si vous voulez. Non, là, je parle de l'ensemble de l'Union européenne, pas seulement l'Allemagne. Je propose de prendre tous les critères économiques, puis on verra qui est en meilleure santé économique. Bon. Ce que je crois, c'est que la réforme Touraine, elle avait ceci de problématique, c'est qu'à travers les annuités de cotisation, en réalité, elle repoussait l'âge de la retraite sans le dire. Donc ça, nous n'en voulons pas. Nous voulons revenir à la retraite à 60 ans. Ce n'est pas ce que va proposer l'abrogation de la réforme. Hein. On revient sur l'abrogation, mais nous le pensons. Pourquoi ? Parce que nous considérons que les efforts, les richesses produites qui n'ont jamais été aussi importantes dans ce pays, les efforts de compétitivité depuis 30 ans, ne doivent pas conduire à travailler plus longtemps, quitte à finir son travail en plus mauvaise santé toujours plus, mais doit consister à continuer le progrès séculaire, qui est celui de la réduction du temps de travail. Voilà, c'est logique. Il y a un allongement de l'espérance de vie, et même de l'espérance de vie en bonne santé. Eh bien, très bien, si les gens... Et pourquoi, à votre avis, il y a eu ça ? C'est bien parce qu'il y a la réforme des retraites. On a eu des réformes des retraites à 60 ans qui ont permis progressivement que les gens soient en meilleure santé. Donc je ne suis pas pour revenir là-dessus. Moi, ça ne me pose pas un problème que les gens profitent, par exemple, 5 ans de plus de leur retraite, de leur vie à la retraite, en bonne santé. Voilà, ça ne me choque pas. Et là, je pense qu'en termes de répartition du temps de travail, parce que vous avez vu que le chômage était remonté, ça permettra en plus d'embaucher des jeunes. Donc là, j'ai une logique qui n'est pas celle qui prévaut depuis maintenant une dizaine d'années. Mais l'abrogation de cette réforme, ça va faire perdre 3 à 4 milliards d'euros d'économies qui étaient prévues pour le budget 2025. Alors on fait comment pour combler ce trou ? Très exactement, en réalité, c'est 2027. Le budget, c'est là où ça va être à peu près 5 milliards. C'est-à-dire que ça coûte 10 milliards, mais d'un autre côté, il y a à peu près 4 milliards de prestations sociales qui seront économisées pour les gens qui seront... Plus on va dans le temps, plus ça coûtera cher. Bien sûr. L'autre jour, on a fait un colloque ici, à l'Assemblée nationale,
sous l'égide de Charles de Courson et de moi-même, il y avait tous les syndicats, les organisations patronales, les économistes. Il y a un économiste qui est Michael Zemmour, qui a expliqué que si on augmentait pendant 15 ans de 0,15 points les cotisations, on réglait cette question. Il y a plein d'autres mesures, mais même celle-là, déjà, elle est sur la table. Moi, je trouve ça pas sur les actifs. Comment ? On ferait encore peser une augmentation sur les actifs. Mais la question, c'est de savoir... Les actifs et les cotisations patronales. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'on pense que c'est mieux de forcer les gens à travailler 2 ans de plus qu'avoir une légère augmentation des cotisations? Moi, je pense que c'est mieux. Mais il y a encore plein d'autres mesures. Par exemple, on a dit, on l'a voté dans le PLFSS, faisons cotiser les dividendes, par exemple. Ça rapporterait de l'argent. Égalité de salaire homme-femme, c'est-à-dire permettre de plus d'entrées de cotisations, ça fait rentrer de l'argent. Arrêter les exonérations qui sont faites pour aider les entreprises, mais qui pèsent sur les régimes sociaux, eh bien, ça fait rentrer de l'argent. Il y a plein de manières de faire. Gaël le disait, vous n'avez pas seulement voulu abroger la réforme Borne, mais aussi la réforme Touraine. Ça embarrasse un peu les socialistes, c'est eux qui l'ont voté. Oui, mais ils ont quand même accepté. Là-dessus, on n'était pas d'accord avec les socialistes. Mais ce que j'observe quand même, et ça montre aussi peut-être, et j'espère que on ne viendra pas là-dessus sous la pression de gens comme François Hollande, M. Cazeneuve ou je ne sais qui, ça montre que le Parti socialiste, quand même, avec l'impact de France Insoumise et du NFP, a bougé un peu à gauche par rapport à ces dernières années et que ça ne les choque plus tellement de voter pour une loi qui abroge la réforme Touraine. François Hollande, c'est l'empêcheur de tourner en rond au nouveau Front populaire. Bon, pour ça, il faudrait qu'il soit présent à l'Assemblée. On ne le voit pas trop, on le voit plus dans les médias surtout. Hugo. Oui, je reviens à ma question de tout à l'heure sur qu'est-ce qui se passe s'il y a une démission du chef de l'État. Pendant 6 mois, il y aura un nouveau président. Pendant 6 mois, on ne pourra pas dissoudre. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qui se passe, hein. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui, on ne peut pas dissoudre. Mais si vous dites, ce qu'a dit Mathilde Panot, c'est Lucie Castet, qui, si elle devient Premier ministre, se fera sûrement balayer après le discours de politique générale, en tout cas très probablement. Si jamais il y a une démission, on ne peut plus dissoudre. Le nouveau président, il doit faire avec l'Assemblée. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 6 mois? Et là, qu'est-ce qu'on fait actuellement? Là, non, mais j'aimerais bien qu'on me réponde. Parce qu'on a l'impression d'avoir une situation où on va provoquer quelque chose qui serait le chaos. Aujourd'hui, quelle est la situation? Chacun sait que le gouvernement tel qu'il est, il ne peut plus rien faire jusqu'à juillet prochain. Plus rien. D'accord? Et la preuve, c'est qu'il ne pourra même pas faire passer son budget. Donc la situation d'impasse et de paralysie, elle est maintenant. Voilà. Donc là, je vous propose une issue. Je l'ai proposé, vous dites, dès le discours politique général. Moi, j'en sais rien. Je ne sais pas. Peut-être qu'à un moment donné, il peut y avoir quelque chose de la part des gens qui nous ont mis dans le mur, de se dire, au moins, voyons ce qu'il y a dans le budget, est-ce que nous avons rendu majoritaire, pourquoi pas? Et sinon, eh bien, si on a 3 mois dans l'année prochaine pour choisir un nouveau président de la République, je pense qu'après, on rattrapera vite le temps perdu en termes de stabilité politique. Depuis 48 heures, on va dire, à peu près. La France Insoumise est de nouveau au cœur de débat autour de la proposition de votre groupe de supprimer la loi de 2014 qui renforce la possibilité de saisir la justice contre des propos considérés comme faisant l'apologie du terrorisme. Ça fait grincer des dents au Parti socialiste, puisque c'était sous François Hollande et Bernard Cazeneuve que la loi avait été votée. Quant à Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, hier, il était devant le Conseil représentatif des institutions juives de France et il crie haro sur la France Insoumise. Honte à ceux qui font honte à la France et qui, désormais, dépassent toutes les bornes puisqu'ils viennent de déposer à l'Assemblée nationale, sur le bureau de l'Assemblée nationale, cette proposition de loi pour abroger le délit d'apologie de terrorisme. Non, ça n'est pas cela la France, ça n'est pas cela, je le dis aussi, ça n'est pas cela la gauche française. Éric Coquerel. Écoutez, la France, c'est pas M. Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui, il y a encore quelques jours sur BFM, a répété à nouveau que pour lui, il y avait des Français de papier. D'accord, qui est une conception ethnique de la nation, à rebours de la conception républicaine, et qui le met, je vais dire, qui l'écarte complètement de la tradition républicaine. Ce n'est pas un ministre de l'Intérieur qui dit qu'il a un problème, qui dit qu'il prend des distances avec l'état de droit. Donc, M. Retailleau ne peut nous faire aucune leçon. Maintenant, je reviens sur le fond, Gaël. En plus de ça, il ment, puisque nous n'avons pas dit que nous voulions abroger le délit d'incitation au terrorisme. Nous disons que nous voulons le remettre là où il était avant, c'est-à-dire dans la loi de 1881, qui est une loi qui permet la liberté d'expression, tout en ayant certaines limites sur certaines pratiques, mais qui était bien plus protectrice des défenses des libertés publiques. Depuis 2014, parce qu'avant ce n'était pas le cas, et que ça a été mis dans cette fameuse loi Cazeneuve, eh bien, depuis, on s'aperçoit que c'est complètement dévoyé. Ça sert à attaquer des syndicalistes, des partis politiques, dont nous, par exemple, au point que le 7 novembre, l'ONU
un comité des droits de l'homme de l'ONU a fait un rapport sur la France disant exactement que ça pose problème parce qu'il y avait un dévoiement et une utilisation pour attaquer les opposants. Si on trouve ça bien, si des gens au PS trouvent qu'ils rompent avec le parti qui jusqu'à maintenant quand même globalement défendait les libertés publiques, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Bon, sur le fond, on peut considérer que le débat est intéressant. Moi, je sais, il y a de plus en plus de gens qui le disent. Voilà, non, mais moi, je ne nie pas ça. Et effectivement, je suis d'accord avec vous sur le fait que ça n'aboutit pas à une dépénalisation de ce délit, je veux dire, qui reste dans la loi de la presse. Mais par contre, quand même, le calendrier fait vraiment passer ça pour une sorte de provocation. On est au moment du procès des complices du meurtre de Samuel Paty. On est dans les environs du 15 novembre. Enfin, je crois que Hugo Bernalicis a déposé cette proposition de loi il y a 15 jours, donc vraiment au moment du 15 novembre de l'anniversaire des attentats terroristes. Sincèrement, je veux dire, est-ce que c'était délibéré pour qu'on parle de cette proposition de loi, et dans ce cas-là, c'est quand même vraiment du buzz un peu provocateur, ou est-ce que c'est juste une mauvaise coïncidence? Alors, je ne veux pas vous faire de langue de bois, non, ce n'était pas délibéré. C'était une erreur alors? Non, ce n'est pas une erreur. Ça a été déposé. Alors, vous savez peut-être comment ça se passe. Hein. Vous déposez, et puis il y a des vagues au moment où les propositions de loi passent. Elle aurait pu passer dans 3 semaines, elle aurait pu passer il y a 3 semaines. Voilà. C'est passé cette semaine. On l'assume. Je vais vous dire pourquoi c'est pas délibéré. C'est que nous, cette semaine, c'est notre niche parlementaire. Donc, on parle principalement de l'abrogation de la réforme des retraites et de pas mal d'autres choses qui sont dans la niche. Donc là, on se retrouve à parler de choses. Donc, voilà, pour vous dire, non, ce n'est pas délibéré, vous me posez la question, mais pour autant, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. C'est-à-dire que je pense que c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que vous avez cité plein de dates. Mais on a encore, justement, prenons M. Retailleau, qui encore, il y a quelques jours, parle pareil. C'est-à-dire, met devant les tribunaux des gens pour incitation, l'apologie du terrorisme, là encore, en totalement l'instrumentalisant. C'est-à-dire qu'on n'est pas sorti de cette période où ça sert principalement à ça, c'est-à-dire à restreindre la liberté d'expression. Donc, de toute façon, quel que soit le moment, à la fois on aurait été décalé et à la fois on aurait été dans l'actualité. Parce que vous avez vu que c'est aussi le moment où il y a, fort heureusement, où il est décidé par la Cour pénale internationale d'y avoir un mandat d'arrêt à la fois sur les responsables du Hamas et sur M. Netanyahou. Donc vous voyez que comme moment aussi, comme manière de pointer à un moment donné la vision qu'on a eue de ce qui se passe depuis maintenant des décennies, notamment depuis le 7 octobre et notamment depuis le fait que Gaza est rasé, je veux dire que quel que soit le moment, pour les gens qui, comme M. Retailleau, nous attaquent sur le fait que nous pensons que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza doit s'arrêter, c'est ça qui est son problème. Bérangère Bonte. Eh bien, ça sera toujours... Non, Bérangère. Sur le projet de réforme, d'abrogation de la réforme des retraites, du coup. Je vous ai répondu là-dessus. Éric Coquerel, vous avez trop d'expérience politique pour ne pas sentir que dans des moments comme ça, et quand on veut sincèrement un débat sur un sujet, dans un contexte aussi explosif, pardon, le mot est peut-être mal choisi, mais c'est pas forcément une bonne idée d'imaginer d'abroger le délit d'apologie du terrorisme. Est-ce que vous n'auriez pas pu, par exemple, demander une simplification du texte? Parce que de fait, tout le monde le dit, le juge Trévidic aussi, l'ancien juge terroriste le dit. Le juge Trévidic, Jacques Toubon le dit. Le délit a été dévoyé. Voilà, etc. Donc il y a sans doute un débat. Mais la meilleure manière de le simplifier, c'est qu'il revienne dans ce qu'il était, c'est la liberté de la presse. Mais je vais vous répondre. Est-ce que c'est un bon moment? Moi, je pense que c'est toujours un bon moment pour les gens qui se retrouvent en garde à vue avec ce problème. Il y a un enseignant de Poitiers, prof de philo, qui vient de passer 8 heures en garde à vue sur dénonciation de lettres, d'accord? On ne sait pas exactement, et hop, on le met en garde à vue sur ce délit. Fort heureusement, le procureur a l'air de dire qu'il ne va pas suivre, mais n'empêche, il a passé 8 heures en garde à vue. Mais l'abrogation, vous ne l'aurez pas. Une simplification, vous l'aurez peut-être eu. Non, mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on est en plein cœur du problème que permet justement cette loi de 2014, où il y a même quelques jours, j'ai cru comprendre quand le Canard enchaîné, il y a quelques jours, là il ne le fait plus parce que tout coup contre LFI est bon à prendre, mais même M. Cazeneuve s'interrogeait sur ce qui a été fait de sa loi. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête de faire des lois d'exception partout dans ce pays. Je pense que c'est un mauvais coup fait à l'état de droit et que l'état de droit est assez fort et grand pour résister, y compris évidemment de manière légitime face au terrorisme. Très rapidement, cette proposition de loi a donc été déposée. Votre groupe n'avait pas fait de communication là-dessus. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Vous souhaitez pousser pour qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour, ou alors vous pourriez retirer le texte, en rediscuter? De toute façon, il n'est pas inscrit à l'ordre du jour. Vous savez très bien comment vous pourriez demander.
Oui, mais là, aujourd'hui, cette proposition de loi, soit on la met dans une prochaine niche, et là, c'est pas celle-ci, bon, on verra, dans une niche que nous avons. Elle ne passera pas pour des raisons que chacun comprendra. On ne trouvera pas le côté transpartisan que nous souhaitons pour la faire passer dans l'année à venir, par exemple à la semaine de l'Assemblée. Par contre, ce que je pense, c'est qu'on met le débat sur la table. C'est intéressant, on l'a avec vous d'ailleurs. J'observe que vous êtes en train de dire, enfin certains d'entre vous en tout cas, vous posez un vrai problème. On trouvera peut-être des partenaires pour essayer justement de le réviser, parce que par contre la situation actuelle n'est pas acceptable. Éric Coquerel, si on vous entend bien, pour l'instant la proposition de loi n'est pas à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça veut dire que finalement elle ne sera jamais débattue ? Alors je reviens sur ce que je viens de dire. Je pense que nous avons mis un pavé dans la mare, que nous avons levé le débat, que j'observe qu'on dit LFI, c'est pas bien. De toute façon, il y a non, mais dans le débat public, d'accord, mais dans le débat parlementaire. Je viens de vous répondre. Je pense que du coup, dans on va dire dans l'année, 2 ans à venir, du fait même qu'il y a des réactions comme celles que j'entends ce soir sur le fait qu'on pose un vrai problème, peut-être arriverons-nous, à partir de cette loi, à avoir une loi transpartisane qui proposera justement de revenir sur cette situation. Mais vous n'êtes pas sûr d'avoir cet accord transpartisan. Non, mais je pense que... Si ce n'est pas le cas, vous abandonnerez. Mais je pense que dans le silence des attaques contre nous, il y a, y compris chez nos partenaires de gauche, des gens qui se disent ils n'ont peut-être pas tort de lever ce problème parce que ça peut nous tomber sur le nez. Allons jusqu'au bout, Éric Coquerel. Si vous n'avez pas suffisamment de soutien autour de cette proposition de loi, vous abandonnerez. Mais celle-ci, mais nous on n'abandonne jamais le combat quand on le trouve juste. Donc on reviendra d'une manière ou d'une autre pour revenir sur cette loi de 2014 qui est une très mauvaise loi. Je crois que vous vouliez poser une question, Elsa. Non. On a fait le tour, on a bien compris que c'était plus compliqué que ça. C'est pas les groupes, effectivement, pour expliquer qu'ils peuvent inscrire des propositions là à l'ordre du jour. Vous n'avez qu'1 jour pour le faire, et là, vous avez décidé jeudi de consacrer que dans un an, ça sera votre niche parlementaire à d'autres textes. Hugo ? Et justement, tant qu'on parle de la niche, Monsieur Coquerel, vous avez lancé, les Insoumis, une campagne sur les réseaux sociaux pour dénoncer l'obstruction du camp macroniste sur votre PPL abrogation. On sait que c'est le cadre du niche, mais bon, est-ce que c'est pas l'arroseur arrosé un petit peu ? Vous êtes un peu aussi spécialiste chez LFI de l'obstruction. Quand avons-nous fait obstruction ? Ah bah là, par exemple... Non mais quand avons-nous fait obstruction ? Dans différents textes, par exemple, c'était quoi, les 20 000 amendements sur les retraites. À l'époque des retraites... Vous savez qu'on refait l'histoire sur les retraites. À l'époque d'Édouard Philippe, je parle de la première réforme. Oui, mais on avait posé un nombre d'amendements à peu près normal. Vous savez, dans le temps, il y avait des dizaines de milliers d'amendements, personne ne trouvait ça normal. Et aujourd'hui, le fait abandonné de vouloir ralentir un texte est considéré comme une obstruction. Nous n'avons pas fait obstruction. Et la dernière réforme qui s'est passée, vous le savez, en réalité, le gouvernement avait décidé une procédure, de toute façon, qui faisait qu'au bout de 20 jours, ça s'arrêtait. Donc, de toute manière, c'est lui. Non, nous pratiquons rarement l'obstruction, très rarement. Véritablement, plutôt. Par exemple, on laisse la mobilisation sociale se faire, mais là, dans le coup des niches, c'est particulièrement unique. Parce que les niches, c'est la seule possibilité pour des groupes d'opposition, une fois par an, de faire débattre et voter des lois à l'Assemblée. Et je trouve que de la part entre guillemets, d'une majorité qui n'existe d'ailleurs pas, la preuve, c'est qu'ils vont tout d'un coup se mobiliser. On ne les a pas vus à l'Assemblée pour le budget. Alors, je trouve ça unique. Éric Coquerel, vous êtes spécialiste des questions d'économie, c'est votre cheval de bataille. On va parler des économies que l'État pourrait peut-être faire, par exemple. C'est le dada de l'invité, là, pour le coup, qui va nous rejoindre et que nous présente Marion Becker. Face à vous, Éric Coquerel, une libérale assumée. Lobbyiste et essayiste, elle dirige depuis 2007 la fondation IFRAP, un think tank indépendant d'orientation libérale. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages sur l'état économique de la France. Elle y dénonce l'argent public dilapidé, l'overdose fiscale. On a 157 milliards de plus de prélèvements obligatoires sur nos entreprises par rapport à la zone euro hors France tous les ans. C'est gigantesque, c'est un boulet fiscal. Pour elle, face au déficit public et à la dette qui explose, la seule solution, ce sont des coupes claires dans les services publics et l'adoption des baisses massives de dépenses publiques et des impôts. Alors forcément, quand le Premier ministre annonce le choc fiscal sur les hauts revenus et les entreprises, elle voit rouge. Combien de points de croissance vont nous coûter ces décisions qui vont à l'encontre de notre prospérité et de la création de valeur ajoutée ? Quand nous rendrons-nous compte que ce n'est pas en augmentant toujours plus les impôts que l'on fait rentrer des milliards dans nos caisses publiques pour financer notre modèle social plaqué or. Notre invitée, considérée comme l'une des égéries du libéralisme, vous interpelle ce soir sur ces nouvelles charges pour les entreprises. Peuvent-elles encore les supporter ? Et l'État, lui, peut-il encore faire des économies ? Face à vous, Éric Coquerel, Agnès Verdier-Molinier.
Et nous accueillons Agnès Verdier-Molinier sur ce plateau. Bonjour, vous allez bien? Bonsoir, merci d'être avec nous dans Lundi c'est politique. Je vous laisse vous installer, le temps que vous vous installiez, pour que vous puissiez débattre pendant un peu, allez, 10 minutes maximum avec Éric Coquerel, mais c'est à vous la parole. Ok, ben merci, bonsoir d'abord, Monsieur le Président de la Commission il y avait longtemps. des Finances. Et oui, il y avait longtemps. Alors moi, je voulais vous poser une petite question sur la cinquantaine de milliards d'impôts, de taxes et cotisations que vous avez soutenus, en plus de ce qui est annoncé par le gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2025. Et je me demande comment on peut soutenir cela alors que nous sommes déjà le pays le plus taxé, alors que nos entreprises ont déjà un énorme boulet fiscal de 157 milliards de plus par rapport à leurs homologues de la zone euro. Et ça, c'est tous les ans déjà ce boulet fiscal. Donc si on rajoute encore de la fiscalité, des charges sur le travail, des charges sur le capital, de la fiscalité sur nos entreprises, et ben, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des entreprises qui vont fermer. Alors déjà, taxer les ultra-riches et les très grandes entreprises, parce que c'est là-dessus que étaient centrées les recettes que nous avons trouvées, c'est pas taxer le travail. Mais il n'y a pas que ça. C'est pas imposer le travail, c'est au contraire imposer juste le partage de la plus-value qui part vers le capital, et pas n'importe quel capital, principalement vers des dividendes, qui est une façon en réalité d'enrichir les actionnaires, mais pas d'investir, pas d'augmenter les salaires, pas de créer de l'emploi, etc., etc. Donc nous avons fait le choix d'aller chercher l'argent qui a été, depuis 2017, offert par Emmanuel Macron dans cette logique que vous défendez, qui est une logique, moi je veux bien la voir, qui est de dire il faut avantager les revenus capital, c'est la politique d'offre et de compétitivité, et si on attire à nous les revenus capital, ça va créer les investissements de demain, les emplois d'après-demain, Helmut Schmidt, dans les années 80, etc. Sauf que ça ne le fait pas du tout. On a dilapidé de l'argent public, 62 milliards de recettes en moins fiscales en 2023, c'est exactement le trou qu'essaye de combler, et au profit de quoi? Il n'y a pas plus d'investissement d'entreprise, il y en a même moins. Les emplois, on voit qu'aujourd'hui, ils sont très largement menacés, les déficits augmentent et on n'a même pas de l'argent pour investir au niveau écologique. Donc c'est une très mauvaise affaire sur laquelle nous sommes revenus. Vous dites que le président Emmanuel Macron a baissé énormément les impôts, oui. C'est votre cheval de bataille, mais alors comment vous expliquez qu'en 2022, on atteint 45,2% de taux de prélèvement obligatoire, plus haut qu'en 2017. Donc je crois que c'est... Il faut aller chercher... Non, mais il faut aller chercher les explications un peu plus loin. Par ailleurs, quand vous dites que vous n'imposeriez que les dividendes, les hauts revenus, etc., moi je ne suis pas tellement d'accord, parce que vous proposez, par exemple, de supprimer les exonérations de cotisations employeurs pour les salaires supérieurs à 2 SMIC. Sauf que les salaires supérieurs à 2 SMIC, ils sont beaucoup... Où ça? Dans l'industrie française. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? On voit fermer beaucoup de boîtes dans l'industrie française. Et c'est un drame. Et alors, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est complètement paradoxal de vouloir augmenter le coût du travail dans l'industrie et ensuite de dire c'est bizarre, on ferme des entreprises, on ferme des usines. Vous avez remarqué que les fermetures de boîtes, ce n'est pas avec notre politique, c'est la politique que vous défendez. C'est-à-dire qu'il y a des fermetures de boîtes aujourd'hui avec la politique que vous défendez. Parce que la compétitivité de la France, elle n'a pas du tout été rétablie. On a fait un pas de lilliputien. Non mais attendez, regardez ce qui s'est passé. Nous, on a monitoré avec la Fondation IFRAP tous les ans la fiscalité des entreprises, tout prélèvement obligatoire confondu. En 2017, on avait 149 milliards d'écart avec les autres pays de la zone euro hors France. En 2023, on est à combien? On est à plus de 150 milliards. Vous voyez, ça n'a pas bougé. Je sais, Agnès Verdier-Molinier, vous défendez... Non mais attendez, vous défendez quelque chose, je le connais très bien, qui est de dire... Il y a des mesures néolibérales, ça ne marche pas, donc il faut aller encore plus loin. C'est assez connu. Alors, par exemple, je vais vous donner un des résultats de la politique de M. Macron, notamment à travers la flat tax, c'est-à-dire le fait d'avoir fait un bouclier social pour les revenus capital, l'ISF et autres. Les 500 plus riches personnes de ce pays ont vu leur patrimoine doubler dans la part du PIB national de 2017 non mais attendez, à 2024. Cette comparaison, elle ne tient pas. Mais si, elle tient, c'est énorme. Mais non, elle ne tient pas. C'est énorme, c'est des centaines de milliards en plus. Je vais vous dire pourquoi votre comparaison ne tient pas. Bien sûr, expliquez-moi, et en même temps, vous me direz pourquoi le pouvoir d'achat des salariés, avec le système que vous défendez, lui, il a régressé. Vous prenez les 500 plus grandes fortunes, soi-disant françaises, de Challenge. Qu'est-ce que c'est, ces 500 plus grandes fortunes? Dedans, il y a par exemple 147 milliardaires. Mais ces 147 milliardaires, il y en a énormément qui ne sont pas résidents fiscaux en
France. Donc vous comptez, vous comptez des fortunes soi-disant françaises. Alors il y a aussi le patron de Télégramme. Oui, vous avez raison de dire. Vous avez raison de dire donc que. Ce n'est pas. Vous avez raison de dire. Ce n'est pas la réalité. La réalité, ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer du flop. On ne peut pas comparer du stock et du flop. Il y en a 3 ou 4, mais on ne peut pas considérer que ce soit une majorité. Mais en plus de ça, il y a une grande partie qui n'est pas résidente fiscale en France. Donc cette comparaison entre le PIB d'un pays et ces milliardaires qui sont juste en fait des nationaux. Après, souvent, ils ont des doubles nationalités. Cette comparaison ne tient absolument pas la route. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça veut dire que malgré des cadeaux fiscaux énormes, qui fait qu'aujourd'hui, alors je prends cette fois-ci les 150 milliardaires de ce pays qui payent moins de 2% d'impôt sur le revenu parce que grâce à la flat tax, ils ont transvasé. Oui, écoutez, arrêtez 2 secondes, écoutez-moi. Laissez-moi juste le temps de ma parole. Ils ont transvasé une partie de leurs revenus personnels vers les revenus professionnels qui étaient moins imposés. Ils sont donc imposés environ à 25%. Et ça, c'est une étude IPP Bercy qui a été faite, 25%, quand les 0,1% les plus riches qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu sont assujettis à plus de 48%. C'est 18 milliards de coûts par an. Et ce que vous me dites, c'est que ces gens-là, non seulement ils ont eu ces cadeaux fiscaux, mais ça ne leur suffit pas. Certains ont plus pratique de l'évasion fiscale. Alors, est-ce que vous considérez que c'est le modèle que j'ai envie de... Mais attendez, est-ce que vous croyez vraiment que c'est le modèle que j'ai envie de défendre ? La fiscalité du capital en France, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, elle est toujours 60 milliards d'euros plus chère par rapport à la moyenne des pays de la zone euro hors France. 60 milliards de plus. Combien d'aides aux entreprises, vous savez la somme? Je le sais bien. Non, mais dites-moi, on est 200 milliards. Mais non, on est autour de 160 milliards. Mais alors, 200 milliards par an. fameuses aides aux entreprises, justement, ces aides, soi-disant, c'est des allègements de charges pour une grosse partie. Non, pas que ça. Il y a des niches fiscales, par exemple, et des niches fiscales qui aussi. permettent justement aux revenus professionnels d'être moins imposés. Si on les supprimait, ça ferait quoi ? Ça ferait 130 milliards de fiscalité en plus pour nos entreprises. C'est ça que vous voulez ? Mais je vais vous dire, pas des économies d'État, on n'aura pas dire, Éric Coquerel. Non, mais je vais vous dire ce qu'il faut faire. C'est pas les supprimer. C'est faire en sorte qu'elles s'orientent vers les entreprises qui créent de l'emploi et n'aillent pas nourrir des dividendes. Mais si, c'est la logique. Réalité, c'est que votre solution, c'est toujours plus d'impôts pour taxer tout ce qui bouge. Mais je vais regarder. Mais ça ne marche pas. C'est de faire en sorte qu'il y ait plus de justice fiscale dans ce pays. Parce que les chiffres de l'INSEE qui viennent de sortir ce 2023, et vous le savez, c'est qu'avec la politique fiscale du gouvernement et sa politique économique, les 7 premiers déciles, c'est-à-dire les 70% des Français les moins favorisés, ont tous perdu en pouvoir d'achat. Et ceux qui augmentent, c'est les 30%. Et je vais vous dire autre chose. Votre système, c'est un système périmé. D'accord, qui est en train de nous emmener à la catastrophe en France, mais en Europe. Mais pourquoi il est en train... Plus d'impôts et plus de dépenses dans le pays. Mais vous proposez d'enrichir toujours plus des gens qui dans le mur budgétaire. Vous proposez d'enrichir toujours plus des gens qui sont enrichis depuis 2017 comme jamais, qui, au lieu de l'investir dans l'économie, les ont mis dans les poches des actionnaires, tout simplement parce que c'est devenu la seule comparaison entre des boîtes de savoir si elles sont en bonne santé ou pas. C'est de faire en sorte qu'il y ait des taux de profit historiquement hauts qui vont dans les poches des actionnaires. Tout ça, ça nous emmène dans la situation aujourd'hui que M. Draghi décrit au niveau européen. C'est-à-dire que nous n'avons pas un sou pour répondre, ce sera votre dernière pour l'investissement écologique. Et il y a des gens qui s'enrichissent comme jamais, on l'a vu dans ce pays qui devient un sucre. Avec votre plan à vous, c'est taxer toujours plus. Qu'est-ce qui se passe ? Les gens qui créent des emplois dans ce pays, qui ont des talents, qui sont des entrepreneurs, qui sont des investisseurs, ils vont partir. C'est ça le risque. Et donc, ça s'est jamais vérifié. Ça s'est jamais vérifié. Vous qui êtes président de la Commission des finances de ce pays, c'est quand même un poste très important. Vous avez la responsabilité de respecter l'article 24 de la Constitution, c'est-à-dire d'évaluer l'utilisation des deniers publics, d'évaluer l'efficience. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait de l'argent public ? Moi, je vous propose d'évaluer. Et alors Éric Coquerel, vous avez raison, c'est ce que je fais. Demain, quand on aura la crise de la dette, parce que vous dites que la dette, c'est pas un problème, alors que c'est un énorme problème qui nous arrive dessus. Vous avez raison. Où sont les économies que vous proposez sur les Je vais vous le proposer rapidement. Comme je pense que l'argent public, il faut voir ce qu'on en fait. Quand c'est de l'argent public qui va dans des cadeaux fiscaux à des gens qui les réutilisent dans des dividendes, alors que la part d'investissement des entreprises depuis 2017 baisse dans le public, je pense qu'il y a de l'argent public qui a été dilapidé. Je vous
parle de baisser la dépense publique. Arrêtons de confondre les impôts sont des dépenses publiques. Non, la réalité, c'est que vous n'avez aucune idée de comment baisser la dépense. Si vous diminuez les impôts, c'est des dépenses publiques, c'est des dépenses fiscales. Pour le faire. Merci. Agnès Verdier, vous avez cette vision, c'est des dépenses fiscales. Merci beaucoup d'avoir lancé le débat. Dépenses fiscales, c'est augmenter l'impôt. C'est aller toujours plus droit dans le mur. Merci Agnès Verdier. On les arrête plus. La parole est à Bérengère Bonte pour une question plus personnelle, Éric Coquerel. Beaucoup plus paisible, encore que il y a beaucoup de bagarres dans le Vendée Globe. Je sais que vous êtes passionné de ça. Vous avez été routeur de Michel Desjoyaux qui a gagné cette course en 2001. Est-ce que vous vous réveillez la nuit ? J'ai pas été routeur parce que le routage est interdit. Alors vous étiez, comment vous appelez ça ? Je me occupais de sa communication, j'étais, on va dire, son nommataire. Ouais. Est-ce que vous réveillez la nuit en ce moment avec des idées de route indiquées aux concurrents ? Non, mon fils le fait parce qu'il fait le jeu sur... Virtual Regatta ? Voilà, lui il le fait, mais moi j'ai pas le temps malheureusement. Bon, c'est magnifique. Vous soutenez qui ? Vous soutenez qui ? Il se trouve, il y a un bateau qui s'appelle... Non, je vais pas dire le nom de son bateau, mais... Oui. Je soutiens pas vraiment. J'aime bien Jean Le Cam, mais il gagnera pas, je pense, malheureusement. Mais sinon, j'aime bien Jean Le Cam. Bon, c'est quand même une course créée par Philippe de Villiers et Bruno Retailleau, on dit chapeau. C'est une course, figurez-vous, qui a été imaginée dans le Box Challenge 1986 entre Titour-Lamazou, Philippe Gentot et des marins. Oui, mais mise en scène par Philippe de Villiers et Bruno Retailleau. Non, pas du tout. Non, je dis pas ça par intolérant. Non, celui qui l'a mis en scène, c'est Gentot avec des marins. D'accord. Le Conseil général de Vendée a accepté de le sponsoriser avec d'autres boîtes, très bien, mais c'est pas eux qui l'ont mis en scène, qui l'ont créé. Elsa Mondin-Gava, une toute dernière question rapide. Pas le temps pour la voile, est-ce que vous avez le temps pour le cinéma ? Est-ce que vous êtes allé voir au boulot le film de votre ancien camarade François Ruffin ? Non, je suis pas allé. Il vous manque ? Il a changé de groupe, on le rappelle, il n'est plus chez les Insoumis, il siège au groupe écologiste et social. Il manque, je sais pas, de toute façon, en ce moment, je vois pas beaucoup l'Assemblée nationale. Donc voilà, c'est pas qu'il me manque pas, j'ai pas de jugement. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le cinéma, j'y vais pas assez. J'ai été voir la dernière Palme au Festival de Cannes, elle est très bien. Et au boulot, vous n'irez pas le voir, si ? Vous irez le voir quand même ou... Si j'ai l'occasion, j'irai le voir, mais j'ai pas... Dernière question, Hugo ? Oui, Reuters... J'ai pas de sectarisme vis-à-vis de François Ruffin. Non, mais... Reuters vient d'annoncer que Emmanuel Macron et Joe Biden annonceront un accord de cessez-le-feu dans les 36 heures entre le Hezbollah libanais et Israël. Une réaction à chaud sur cette info qui vient de tomber ? C'est simple, il faut qu'Israël arrête de bombarder le Liban, c'est ça. Donc ce serait une bonne nouvelle s'il y avait un cessez-le-feu. Ça serait une bonne nouvelle qu'Israël décide d'arrêter de bombarder le Liban, et ça serait encore une meilleure nouvelle qu'il fasse un cessez-le-feu par rapport à Gaza, dont il ne reste quasi plus rien aujourd'hui. Merci Éric Coquerel d'avoir accepté notre invitation sur LCP, lundi c'est politique. Je remercie aussi mes consoeurs et Hugo qui étaient là. Merci Agnès Verdier-Molinier pour ce débat. Vous aviez plein d'autres questions, j'imagine. Et oui, évidemment. Évidemment, c'est normal, mais le temps nous est compté, c'est comme ça. Merci pour votre fidélité à lundi c'est politique et rendez-vous la semaine prochaine sur LCP. À bientôt.